Exclu du déjeuner de Pâques, j'ai organisé ma propre chasse aux œufs dans mon vignoble bordelais, un secret bien gardé. Depuis que ma famille a vu les photos de notre fête, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Je m'appelle Isabelle. J'ai 30 ans et je vis entre Grenoble et la région de Bordeaux. Ce matin-là, le soleil s'était à peine levé sur les Alpes lorsque mon téléphone a vibré, affichant un court message de ma mère. 8 mots, net et froid. Déjeuner de Pâques cette année, juste la famille de ta sœur. J'ai fixé l'écran un long moment, le silence de mon appartement devenant pesant. Puis j'ai tapé 2 mots qui avaient un goût de finalité. Amusez-vous bien. Et voilà, une autre fête était effacée de mon calendrier. Le même schéma creux que j'avais connu toute ma vie. Aurore au centre de la table. Moi, quelque part en marge, arborant un sourire poli pendant que tout le monde se prélassait dans sa lumière. Je pouvais presque entendre le tintement des couverts, les rires qui l'entouraient, la phrase familière que mes parents aimaient tant prononcer. Aurore est un tel délice. La douleur était vive mais étrangement silencieuse cette fois-ci, car ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que je n'étais plus la même fille attendant une invitation. Il y a 3 ans, j'ai acheté un vignoble de 6 millions d'euros niché dans les collines dorées de la région de Bordeaux. C'est mon monde secret, ma preuve que je peux construire quelque chose de beau sans avoir besoin de la permission de personne. Et cette année, je ne resterai pas seul. J'organiserai mon propre déjeuner de Pâques sous les vignes et j'inviterai tous ceux qui se sont un jour sentis oubliés. Avez-vous déjà été exclu d'une célébration de votre propre famille? Si c'est le cas, dites-moi d'où vous écoutez pour que je sache que dans ce voyage, je ne suis pas seul. En grandissant, ma vie a été une longue répétition pour l'invisibilité. Mes parents, Juliette et Robert, n'ont jamais dit qu'ils aimaient l'une de nous plus que l'autre, mais tout dans notre maison le murmurait assez fort. Ma sœur cadette, Aurore, était le soleil autour duquel toute la famille tournait. Elle était belle, même enfant. Des boucles blondes, des fossettes, ce genre de rire facile qui faisait fondre les adultes. Chaque voisin, chaque tante en visite, chaque professeur avec qui ma mère discutait à l'épicerie entendait la même présentation. Voici Aurore, notre Benjamine. C'est une vraie petite étoile. Et quand je suivais derrière, un livre à la main ou portant les sacs de course, il ajoutait comme par obligation. Et ça, c'est Isabelle, la sœur d'Aurore. Ce n'était jamais Isabelle toute seule. Toujours une ombre liée à son nom. J'ai appris très tôt à hocher la tête et à sourire à travers tout ça. Quand j'avais 14 ans, un matin de Pâques s'est gravé à jamais dans ma mémoire. Le salon sentait le jambon laqué et la brioche à la cannelle, la lumière du soleil inondant le tapis alors que mes parents posaient les paniers pastels sur la table. Je me souviens du doux bruissement du papier de soie, du scintillement des œufs emballés dans du papier aluminium, de l'excitation dans les yeux d'Aurore alors qu'elle déchirait son panier. Au fond, niché entre un ruban rose et un lapin en chocolat, se trouvait un bracelet en or avec ses initiales délicatement gravées. Maman l'a embrassé sur la joue et a dit « Tu le mérites, ma chérie. Tu nous rends si fiers. » J'ai attendu, le cœur battant d'un espoir silencieux, scrutant la table à la recherche d'un panier à mon nom. Il n'y en avait pas, juste l'espace vide où quelque chose aurait dû être. Quand maman m'a vu regarder, elle a souri de ce sourire distrait, à moitié désolé, et a dit « Tu es plus grande maintenant, ma puce. Tu n'as plus besoin de jouets. » J'ai hoché la tête, faisant semblant d'être d'accord, faisant semblant que cela n'avait pas d'importance. Mais quelque chose s'est brisé en moi ce jour-là. Pas à cause du bracelet manquant, mais à cause de la confirmation que je m'effaçais déjà de leur cadre. Ce schéma n'a jamais changé. Aurore dansait à travers la vie, collectionnant les éloges comme des œufs de Pâques cachés juste pour elle. Quand elle est devenue capitaine de l'équipe de gymnastique, papa a organisé un barbecue pour tout le quartier. Quand elle a gagné son premier concours d'éloquence, maman a envoyé des photos avec des légendes sur sa brillante petite fille. Quand j'ai remporté la première place au concours scientifique pour avoir construit un petit drone autonome à partir de rien, ils ont simplement dit « C'est bien, Isa, mais ne reste pas debout si tard à bricoler. Tu vas t'abîmer les yeux. » Le lendemain, au déjeuner, ils ont raconté à tout le monde la dernière performance d'Aurore. Mon projet est resté sur une étagère dans le garage jusqu'à ce qu'il prenne la poussière. Même les dîners de famille tournaient autour de son orbite. Papa demandait « Comment se passe l'entraînement d'Aurore ?» Maman ajoutait « Son entraîneur dit qu'elle est une meneuse née. » J'essayais d'intervenir pour dire que j'avais été invité à une compétition nationale ou que j'avais réparé notre vieil ordinateur avec des pièces de rechange. Mais dès que je parlais,
quelqu'un m'interrompait avec « Oh, ça me rappelle qu'Aurore a besoin d'un nouvel uniforme avant la semaine prochaine. » La conversation s'éloignait comme de l'eau sur du verre, me laissant avec ma phrase à moitié finie suspendue dans les airs. J'ai appris à ne plus essayer. Les vacances étaient les plus difficiles. Pâques, la Toussaint, Noël. Chaque célébration était un autre rappel que j'étais une figurante dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Le nom d'Aurore était brodé sur chaque chaussette de Noël, gravé sur chaque œuf pastel, imprimé sur chaque carte faite à la main. Le mien était soit manquant, soit mal orthographié. Maman disait que c'était un oubli. Papa disait, ne sois pas si sensible. Mais quand on grandit en s'entendant dire de ne pas être sensible, on commence à confondre l'insensibilité avec la force. Je me disais que je me fichais des paniers, des cadeaux, des applaudissements. Je me disais que j'étais mieux en étant silencieuse, invisible, indépendante. Mais chaque année, quand je voyais le petit monde parfait d'Aurore briller sous le soleil printanier, les photos de famille, les robes assorties, les rires qui m'excluaient, je ressentais le même écho creux au plus profond de moi. Pas de panier pour Isabelle. Pas de nom sur l'œuf. Le plus cruel, c'est qu'Aurore n'était pas cruelle. Elle ne se vantait pas. Elle ne le remarquait même pas. Elle était simplement l'élue. Son sourire suffisait à conquérir n'importe qui. Et c'est peut-être ce qui faisait le plus mal. Que sa perfection ne venait pas de la méchanceté, mais de la façon dont tout le monde avait décidé qu'elle méritait d'être célébrée. Mes parents ne me voyaient pas travailler tard dans le garage, soudant des circuits sous une faible lumière. Ils ne voyaient pas les cahiers remplis d'équations, les victoires silencieuses qui venaient sans applaudissements. Pour eux, j'étais juste studieuse et sérieuse Isabelle, celle qui n'avait pas besoin d'attention parce qu'elle pouvait se débrouiller seule. Cette étiquette m'a collé à la peau pendant des années. La forte, l'indépendante, celle qui n'a pas besoin d'aide. Cela ressemblait à un compliment, mais c'était en réalité une permission pour eux de m'ignorer. Chaque fois qu'Aurore trébuchait, il y avait un filet de sécurité qui l'attendait. Nouveau tuteur, entraîneur privé, câlin réconfortant. Chaque fois que je luttais, il y avait un silence suivi de « tu trouveras une solution ». Tu y arrives toujours. J'y arrivais, mais cela me coûtait des parcelles de chaleur. Je n'ai réalisé que plus tard ce que je perdais. En y repensant, je peux encore imaginer cette fille de 14 ans assise tranquillement sur le canapé, regardant sa sœur brandir le bracelet en or, tout le monde applaudissant, le flash de l'appareil photo brillant contre la fenêtre. Je peux sentir le léger tremblement de ses mains alors qu'elle pliait la serviette sur ses genoux et murmurait « ce n'est pas grave ». J'aimerais pouvoir remonter le temps et lui dire que ce n'était pas grave. Que le panier manquant n'était pas seulement point qu'un cadeau oublié. C'était le début d'un schéma qui lui apprendrait à se faire toute petite pour que les autres puissent briller. Quand j'ai eu 17 ans, j'ai cru que la chance allait enfin tourner en ma faveur. Le jour où l'épaisse enveloppe de l'école polytechnique est arrivée, j'ai couru dans le salon, l'enveloppe tremblant encore dans mes mains, mon cœur battant si fort que je pouvais à peine parler. Je suis prise, ai-je murmuré, ma voix se brisant dans un rire, mi-choquée, mi-joyeuse. Papa a levé les yeux de son journal, plissant les yeux comme si je l'avais interrompu pour une broutille. Polytechnique, a-t-il dit après une pause. C'est si loin. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Aurore postule à Lyon. C'est plus près, beaucoup plus pratique pour tout le monde. Maman a hoché la tête, déjà perdue dans ses pensées pour sa cadette. Peut-être que tu pourras demander un transfert plus tard, quand tu réaliseras à quel point on se sent seul si loin de la maison. Je suis resté là, la lettre se froissant dans mes mains, le blason noir et blanc me fixant comme un secret qu'il ne pouvait pas comprendre. Je voulais qu'il soit fier, qu'il dise, enfin, Isabelle, tu l'as fait. Au lieu de ça, tout ce que j'ai eu, c'est le même sous-entendu de dédain. C'est toi la compliquée, à en vouloir toujours plus. Je suis parti quand même. Le matin où j'ai fait mes valises, Aurore dormait encore. Sa chambre était un musée pastel de trophées et de rubans bouclés. Maman m'a serré dans ses bras rapidement, comme si elle était en retard pour quelque chose, et papa a dit « appelle quand tu arrives ». Le trajet jusqu'en Île-de-France m'a semblé interminable, des kilomètres d'asphalte s'étirant entre qui j'étais et qui je pourrais devenir. Quand j'ai finalement mis les pieds sur le campus de Polytechnique, j'ai respiré une odeur de liberté. Mais cette liberté avait le goût amer de la solitude. Ma bourse couvrait les frais de scolarité, mais pas grand-chose d'autre. Les livres, la nourriture, le logement. Je devais me débrouiller seul.
J'ai pris des services à la cafétéria de la bibliothèque, travaillant parfois jusqu'à minuit, les doigts à vif à force de faire la vaisselle. D'autres nuits, je nettoyais des salles de classe, poussant le balai sur le carrelage tout en écoutant des cours enregistrés avec des écouteurs empruntés. J'ai appris à vivre avec presque rien. Les nouilles instantanées sont devenues mon dîner, et parfois mon petit déjeuner aussi. Mon matelas était un vieux canapé récupéré d'un étudiant diplômé, mon armoire, une pile de cartons sous le lit. Je me souviens du premier hiver, du froid qui s'infiltrait à travers les fins murs de l'appartement pendant que je tapais du code avec les doigts engourdis, essayant de rester éveillé assez longtemps pour finir un devoir. Quand j'appelais à la maison, espérant entendre un soupçon d'encouragement, maman répondait distraitement. Aurore vient d'être sélectionnée pour la finale nationale du concours d'éloquence. N'est-ce pas merveilleux? Je disais que oui. Je ne mentionnais pas que je sautais des repas pour payer le loyer. Pourtant, quelque chose en moi s'est durci et éclairci en même temps. J'ai cessé de souhaiter qu'il remarque et j'ai commencé à me concentrer sur ma survie. Ma spécialité était l'informatique, mais je me suis passionné pour la logistique, comment l'information pouvait déplacer les choses plus vite que les camions ne le pourraient jamais. En deuxième année, j'ai commencé à monter un petit projet avec 2 camarades, un système qui pouvait réacheminer les livraisons en temps réel pour réduire le gaspillage. C'était maladroit et à moitié cassé au début, mais c'était le mien. Nous travaillions dans un laboratoire emprunté, mangeant des pizzas froides et écrivant du code jusqu'à l'aube. Je me souviens d'une fois, après 3 nuits blanches d'affilée, avoir regardé la simulation fonctionner enfin, de minuscules points de données se déplaçant sur l'écran comme un réseau vivant. J'ai pleuré silencieusement, non pas d'épuisement, mais de la certitude que pour la première fois de ma vie, quelque chose que j'avais construit fonctionnait réellement. L'argent était toujours un problème. Il y avait des semaines où je devais choisir entre un manuel et des courses, où je réparais mon ordinateur portable cassé avec du ruban adhésif et un trombone. Mais je portais une pensée en moi comme un mantra, tu n'as pas besoin de leurs applaudissements pour exister. Chaque fois que cette vieille voix murmurait, tu es l'enfant en trop, je restais éveillé 1 heure de plus à réécrire des lignes de code, m'enseignant ce que personne d'autre ne pensait que je pouvais apprendre. La question qui me hantait, suis-je l'enfant de reste, a lentement commencé à se transformer en quelque chose de plus tranchant. Et si être de reste signifiait que je pouvais tout recommencer à zéro? Au moment où j'ai obtenu mon diplôme, Aurore avait déjà terminé sa faculté de droit avec des célébrations familiales et des toasts au champagne. Je me souviens avoir vu les photos en ligne. Maman en robe à fleurs, papa tenant un bouquet, le sourire d'Aurore encadré par des ballons qui éplaient notre étoile. Personne n'a mentionné que je obtenais mon diplôme le même mois. Mon diplôme est arrivé par la poste, scellé dans un tube en carton. Je l'ai ouvert seul dans mon appartement, lissant le papier sur le comptoir de la cuisine, murmurant les mots imprimés en or. Diplôme d'ingénieur, école polytechnique. Le silence autour de moi était épais, mais pour une fois, il ne semblait pas vide. Il semblait mérité. Cet été-là, j'ai décroché un stage dans une petite entreprise de logistique à Saint-Denis. Ils ne payaient pas beaucoup, mais ils m'ont laissé utiliser les données de leur ancien système pour continuer à développer mon prototype. Chaque soir, après que tout le monde soit rentré chez soi, je restais dans le bureau faiblement éclairé à coder pendant que l'agent d'entretien passait la serpillière dans les couloirs. Parfois, il s'arrêtait et demandait « Vous ne dormez donc jamais ?» Et je riais en disant « Peut-être la semaine prochaine ». J'étais obsédé, non pas par le succès, mais par le fait de me prouver à moi-même plus qu'à quiconque que je pouvais construire quelque chose de durable à partir des parties de moi que personne n'avait voulu. Quand j'ai finalement présenté mon système à un groupe de petits hôpitaux pour un essai, je l'ai fait lors d'un appel Zoom en utilisant un microphone emprunté et une tasse de café qui avait refroidi. Ils ont dit oui. Ce n'était pas un gros contrat, juste un essai de 6 mois, mais cela payait assez pour couvrir le loyer pour la première fois sans paniquer. Je me souviens être sorti ensuite, le brouillard du soir roulant sur la banlieue, mon reflet faible dans la vitrine d'un magasin. Je n'avais pas l'air de grand-chose, chignon en désordre, veste de friperie, l'épuisement écrit sur mon visage, mais j'ai souri quand même. Pour la première fois, j'ai réalisé que chaque moment ignoré, chaque panier de Pâques vide, chaque dîner silencieux m'avait entraîné pour ce sentiment précis. Faire tout toute seule et y survivre. Il y avait encore des nuits où la solitude venait comme une tempête, me murmurant que je construisais tout ça pour personne, que peu importe ce que j'accomplirais, ma famille ne me verrait jamais. Mais une autre voix, petite et ferme, répondait, c'est peut-être ça, le but. Peut-être qu'il ne s'agit pas d'être vu, mais de devenir réel. À 23 ans,
cette détermination tranquille était devenue mon armure. J'ai cessé d'attendre la validation et j'ai commencé à écrire ma propre histoire, ligne par ligne, kilomètre par kilomètre, chèque de paie par chèque de paie. Chaque décision, chaque nuit blanche devant un écran lumineux était une brique dans la fondation de quelque chose qu'il ne pourrait pas effacer. Et bien que je ne le sache pas encore, toutes ces nuits passées à coder seul sous le scintillement de la lumière fluorescente plantaient les premières graines d'un avenir loin de leur table. Un vignoble baigné de soleil, attendant de fleurir. La première version de mon entreprise a été bâtie sur la panique, la caféine et la foi. Après mon diplôme, j'ai convaincu 2 camarades de classe de se joindre à moi pour transformer notre projet de routage en une petite start-up axée sur la logistique médicale. Nous l'avons appelée Santélogie. L'idée était simple, les hôpitaux perdaient des millions chaque année parce que les fournitures n'arrivaient pas au bon endroit au bon moment. Si nous pouvions créer un algorithme qui suivait chaque envoi et le redirigeait instantanément en cas d'urgence, nous pourrions sauver des vies et de l'argent. Sur le papier, cela semblait révolutionnaire. En réalité, c'était le chaos. Nous travaillions dans un bureau exigu d'un entrepôt à Saint-Denis, la moitié de nos ordinateurs étaient d'occasion, l'autre moitié empruntés. Je dormais sur un canapé coincé entre des classeurs. Nous n'avions aucun investisseur, aucun filet de sécurité, et une seule carte de crédit, la mienne, presque au maximum. Au 3e mois, notre solde bancaire était tombé à 426 €. Les salaires devaient être versés dans 3 jours. Mon cofondateur, Marc, fixait la feuille de calcul comme si c'était un arrêt de mort. On est fini, Isa, dit-il. Personne ne va faire confiance à une bande de jeunes de 20 ans pour la logistique hospitalière. Il n'avait pas tort. Chaque email froid, chaque présentation, chaque appel se terminait de la même manière. Trop risqué. Cette nuit-là, je suis resté seul dans la lumière bleue vacillante de mon moniteur, faisant défiler des listes de contacts jusqu'à ce que mes yeux se brouillent. Puis j'ai vu un petit hôpital à Orléans qui nous avait contacté des mois plus tôt au sujet de l'optimisation des itinéraires mais n'avait jamais donné suite. Sur une impulsion, j'ai écrit « Donnez-nous une semaine, sans frais. Si cela ne réduit pas votre temps de livraison de moitié, nous supprimerons le logiciel nous-mêmes. » La réponse est arrivée le lendemain matin. Une semaine. Nous n'avons pas dormi pendant 5 jours. Nous avons codé entre les repas à emporter et les siestes éclairs, corrigeant des bugs pendant que le système traitait les envois hospitaliers en direct. À la fin de la semaine, le directeur de l'hôpital a appelé. Son ton était prudent, mais il y avait une trace d'admiration. « Votre système a redirigé une livraison d'oxygène critique en moins d'1 heure, dit-il. Vous venez de nous faire économiser 30 000 € et de vie. » Je me suis affalé sur ma chaise, les larmes coulant avant même que les mots ne sortent. Nous avons envoyé la facture, croyant à peine qu'elle serait payée. Elle le fut. Les salaires ont été versés ce mois-là. Nous avions survécu. Puis, presque du jour au lendemain, le monde a changé. La pandémie a déferlé sur le pays comme un feu de forêt. Et soudain, chaque hôpital avait désespérément besoin de ce que nous avions construit. Masques, respirateurs, gants, tout était bloqué dans des entrepôts pendant que les travailleurs de première ligne suppliaient pour des fournitures. Notre petite start-up, autrefois ignorée, est devenue une bouée de sauvetage. Nous avons réadapté chaque ligne de code pour le routage d'urgence. Nous travaillons 16 heures par jour, les yeux brûlants, les mains tremblant sur les claviers tandis que les camions se déplaçaient sur la carte en temps réel. Chaque point clignotant représentait un envoi d'espoir. Une nuit, j'ai reçu un appel d'une infirmière à New York. « Votre système vient de rediriger 200 respirateurs d'un entrepôt à Toulouse, dit-elle, la voix brisée. Nous étions à quelques heures d'être à court. » Je l'ai remercié, puis j'ai raccroché et j'ai pleuré dans le bureau vide. Il ne s'agissait plus de succès ou de survie. Il s'agissait d'avoir un but. Pour une fois, je ne cherchais pas l'approbation de ma famille. Je faisais quelque chose qui comptait. En 1 an, nous avons grandi au-delà de tout ce que nous avions imaginé. 50 systèmes de santé ont signé avec nous. Les médias nous ont appelés le système nerveux de la chaîne d'approvisionnement médicale française. Notre histoire a fait la une des Échos, de la Tribune, de Challenge. Je me suis retrouvé sur scène pour le classement des 30 entrepreneurs de moins de 30 ans du magazine Capital, sous des lumières aveuglantes, serrant la plaque avec des mains tremblantes. Les appareils photo crépitaient, les applaudissements résonnaient, mais une petite partie de moi se posait toujours la même question. Est-ce qu'ils liront au moins ça? Ce soir-là, j'ai envoyé un lien à mes parents.
Aucune réponse. Quand l'offre d'acquisition est arrivée, une société du CAC 40 voulant acheter Santé Logis pour 120 millions d'euros, je n'y ai pas cru au début. J'ai relu l'email 4 fois, convaincu que c'était un spam. La transaction a pris des mois à se conclure, un tourbillon d'avocats, de signatures et de champagne que je n'ai pas bu. Quand ce fut terminé, je suis sorti du bureau dans la douce soirée parisienne, mon téléphone vibrant de SMS de félicitations. J'ai regardé les toits de la ville briller de rose et d'or et j'ai réalisé que j'étais libre. Libre de la précarité. Libre de cette faim invisible qui m'avait animé si longtemps. Mais la liberté semblait étrangement silencieuse. J'ai de nouveau appelé à la maison ce week-end-là. Papa a répondu après la 3e sonnerie. « Salut, papa », ai-je commencé, essayant de cacher mon excitation. On vient de conclure l'affaire. Santé Logis a été racheté. Il y a eu une pause, le léger tintement de la vaisselle en arrière-plan. C'est bien, dit-il finalement. Tu sais, Aurore vient de devenir associée dans son cabinet à Lille. On est si fiers d'elle. J'ai dégluti difficilement, forçant un rire. C'est génial, ai-je dit. Félicite-la de ma part. Quand nous avons raccroché, je suis resté assise là, fixant l'écran, sentant cette vieille douleur remonter. Le genre qui ne pique plus, mais qui vous laisse un vide. Un mois plus tard, il y a eu une réunion de famille chez mes parents en Touraine. J'ai pris l'avion en pensant que peut-être, juste peut-être, cette fois serait différente. La maison était la même. Rideaux blancs, murs pastel, l'odeur de nettoyant au citron et de rôti. Aurore est arrivée dans un blazer crème, son mari la suivant, un bébé dans les bras. Dès qu'elle est entrée, la pièce s'est animée. Notre brillante avocate. Tu es radieuse. Ma mère s'est affairée autour d'elle, enlevant une poussière invisible de sa manche, ajustant le bonnet du bébé. Quand je suis entré, papa m'a salué d'un signe de tête poli. Oh, Isa est là aussi, dit-il comme si j'étais une invitée de dernière minute. Le dîner fut long. Chaque histoire, chaque compliment revenait à Aurore, son cabinet, sa nouvelle maison, son bébé. Quand j'ai finalement mentionné que Santé Logis avait fait l'objet d'un article dans l'Express, papa a souri vaguement et a dit, c'est de la technologie, n'est-ce pas? Je ne comprends jamais vraiment ces choses. Mais le patron d'Aurore vient de la qualifier d'indispensable. Tout le monde a ri. J'ai ri aussi, mais mon sourire n'a pas atteint mes yeux. Plus tard dans la soirée, je suis sorti sur la véranda. L'air était frais, portant un léger parfum de lilas. À travers la fenêtre, je pouvais les voir rassemblés autour du bébé d'Aurore, roucoulant comme si elle avait donné naissance à la réincarnation du Christ. J'ai pensé aux nuits où j'avais mangé des nouilles instantanées sous une lumière fluorescente. Au contrat que j'avais sauvé, au code qui avait maintenu des gens en vie pendant une crise mondiale. Et pourtant, pour eux, j'étais toujours juste Isabelle, la discrète, la sœur d'Aurore. Mais cette nuit-là, quelque chose a changé en moi. J'ai réalisé que je ne voulais plus de leur validation. Ce n'était pas de la colère, c'était de la clarté. Leur monde était petit, tournant sans fin autour de leur soleil choisi, le mien était vaste et sauvage, rempli de codes, de lumière et de potentiel. Je n'avais plus besoin d'une place à leur table. Je pouvais construire la mienne. En rentrant à Paris, je n'ai pas défait mes valises pendant 2 jours. Je me suis assise par terre dans mon appartement, entouré de cartons et de silence, rejouant cette soirée dans ma tête. Le moment où Aurore m'a souri avec une pitié polie. La façon dont maman m'a frôlé pour remplir son verre de vin. L'indifférence dans le ton de papa. Pendant longtemps, j'ai pensé que leur mépris était ma blessure. Mais maintenant, je comprenais que c'était mon carburant. Le même feu qui avait bâti une entreprise à partir de rien pouvait construire quelque chose d'encore plus grand. Une semaine plus tard, j'ai pris la route vers le nord, en direction de la région de Bordeaux. J'avais vu la propriété en ligne, un vignoble de 16 hectares enveloppé de brume, avec des rangées de vignes s'étendant vers l'horizon. L'annonce le décrivait comme un potentiel sous-développé. Je me suis reconnu dans cette phrase. J'ai parcouru la terre au coucher du soleil, le sol humide sous mes bottes, l'air lourd du parfum du raisin et des possibilités. Debout là, entouré de silence, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix. Ce n'était pas un trophée. C'était une déclaration. Je pouvais faire pousser mes propres racines, fortes et stables, à l'abri de leur aveuglement. Cette nuit-là, alors que la dernière lueur s'estompait sur les collines, je me suis fait une promesse silencieuse. J'arrêterai d'attendre d'être vu.
J'arrêterai de me présenter à des tables où ma chaise était déjà prise. Je créerai mon propre lieu, un lieu rempli de chaleur, de rire et d'appartenance. Et le moment venu, j'ouvrirai grand les portes à tous ceux qui avaient un jour été laissés dehors, tout comme moi. Je n'ai pas choisi Bordeaux par hasard. Je l'ai choisi parce que les vignobles exigent ce que j'avais appris à la dure, la patience. Les vignes mettent des années avant de porter leurs fruits. Leurs racines s'enfoncent plus profondément dans la pierre et le sol avant de montrer quoi que ce soit en surface. On ne peut pas presser un vignoble. Il faut le nourrir tranquillement. Avoir confiance que ce qui semble stérile aujourd'hui fleurira si on s'en occupe avec assez de foi. En cela, cela ressemblait à l'histoire de ma vie. J'avais passé des années enfoui sous les ombres des autres, grandissant silencieusement dans le noir, apprenant à survivre avec des bribes de lumière. Il était logique que mon nouveau départ vienne d'un endroit bâti sur une croissance lente et délibérée. La propriété était un domaine de 18 hectares de collines vallonnées juste à l'extérieur de Saint-Émilion, une ancienne terre agricole appartenant à une famille qui partait s'installer en Europe. Dès mon arrivée, le soleil de fin d'après-midi se déversait sur la vallée comme du miel, dorant les feuilles de vigne. L'air sentait la terre et le chêne, et quelque part au loin, un faucon fendait le ciel. L'agent immobilier parlait de système d'irrigation et de permis de construire, mais je l'entendais à peine. Je fixais le champ vide derrière la grange, imaginant des rangées de vignes s'étendant jusqu'à l'horizon, une table en bois sous une pergola où les rires pourraient enfin m'appartenir. Quand j'ai signé le contrat, le total s'élevait à un peu plus de 6 millions d'euros. Un chiffre terrifiant autrefois, maintenant simplement un symbole de tout ce pourquoi je m'étais battu. Mais pour moi, ce n'était pas une question de luxe. C'était une question de racines. Ce jour-là, je me suis dit que je n'achetais pas de la terre. Je plantais un avenir. J'ai engagé une petite équipe de constructeurs et d'architectes locaux, des gens qui comprenaient le rythme de la vallée. Je voulais une maison qui soit honnête, pas une pièce de musée. La maison principale a été construite en cèdre et en bois de grange récupéré, chaque poutre poncée, mais pas polie à la perfection. L'extérieur était chaleureux et naturel, se fondant dans la pente du terrain au lieu de se démarquer. Nous avons posé de larges marches en pierre qui descendaient en courbe vers un chemin de gravier menant à une grande terrasse encadrée de glycines. En son centre se dressait une grande table en bois de 4 mètres de long, sculptée dans une seule planche de noyer. J'ai dit au menuisier, je veux que cette table porte des rires. Elle doit donner l'impression d'être là depuis des générations. Il a souri et a dit, alors nous la construirons assez solide pour 100 de plus. À l'intérieur, j'ai conçu la maison autour de l'ouverture. La cuisine était le cœur, un espace ouvert avec des comptoirs en granit noir et des casseroles en cuivre suspendues à une crémaillère en acier. Le four était en brique avec un foyer à bois, parfait pour cuire du pain. J'ai ajouté un long comptoir faisant face à un mur de verre pour que quiconque cuisine puisse regarder les vignes au lieu d'un mur blanc. Le salon s'étendait sur toute la façade, ses murs de verre se repliant pour s'ouvrir sur la terrasse. Les matins frais, le brouillard de la vallée roulait jusqu'au seuil de la porte, enveloppant la maison d'une brume argentée. La nuit, je pouvais voir les étoiles se refléter dans les rangées sombres de vignes à l'extérieur, si proches qu'on aurait dit que le ciel lui-même se penchait pour se reposer sur le vignoble. Derrière la maison principale, j'ai fait construire un petit chai et une salle de fermentation. Moitié pour un usage pratique, moitié pour la tranquillité d'esprit. Je ne prévoyais pas de lancer une marque de vin, pas encore, mais je voulais apprendre. Il y avait quelque chose de sacré à regarder les raisins se transformer sous la pression, transformant la douceur en quelque chose de plus profond, de plus complexe. C'est peut-être ce que je faisais aussi. Presser mon propre passé en quelque chose de plus riche. Chaque choix que j'ai fait portait une intention silencieuse. Les chambres d'amis étaient simples, avec des tons de bois chaud et du linge de lit crème. Le hall principal avait une cheminée en pierre assez haute pour se tenir debout à l'intérieur et des étagères remplies de poteries locales au lieu de trophées. Dehors, j'ai planté de la lavande entre les vignes pour attirer les abeilles. Et le long du chemin, j'ai posé des briques gravées de mots comme patience, foi, appartenance. L'architecte a ri doucement quand il les a vues. La plupart des gens gravent leurs initiales, dit-il. Vous êtes différente. J'ai haussé les épaules. Les noms s'effacent. Le sens, non. Les mois ont passé au rythme de la construction, le bourdonnement des scies, l'écho des marteaux, le vent passant à travers les poutres apparentes. Je venais sur le chantier presque tous les jours, en vieux jeans et bottes, les cheveux attachés en arrière, un porte-bloc à la main.
Les ouvriers m'appelaient la patronne tranquille parce que je haussais rarement la voix mais remarquais chaque détail. Quand les premières boutures de vignes sont arrivées, je les ai plantées moi-même. Agenouillé dans la terre, j'ai pressé mes paumes contre le sol, sentant son battement de cœur froid et régulier. Ça, ai-je murmuré, c'est pour la fille qui n'a jamais eu de panier de Pâques. Pendant des années, personne n'avait pensé à ce dont j'avais besoin. Maintenant, la terre se souviendrait pour moi. Au moment où la maison fut terminée, une année s'était écoulée. Les vignes avaient commencé à prendre forme, de tendres pousses s'enroulant autour des fils, leurs feuilles captant la lumière comme de petites mains tendues vers le ciel. Quand je marchais parmi elles, l'air scintillait de la promesse de récolte que je ne verrais peut-être jamais arriver à pleine maturité. Mais cela n'avait pas d'importance. L'attente était le but. La guérison n'était pas instantanée. Elle se cultivait. J'ai gardé tout cela secret. Pas de publication, pas de photos, pas d'articles. Quand les gens demandaient où j'étais parti, je disais simplement que je prenais du temps pour moi. Le vignoble n'était pas un trophée pour me vanter ou pour des filtres Instagram. C'était mon sanctuaire, et je le voulais intact, à l'abri du bruit de la comparaison. Pour une fois, je voulais quelque chose qui existait simplement parce que je l'aimais. Pas parce que je devais prouver que j'en étais capable. Parfois, je restais là seul pendant des jours, dormant sur un matelas pendant que les meubles étaient encore en cours de livraison. Le soir, j'allumais la cheminée, me versais un verre de vin local et m'asseyais près de la fenêtre, regardant les collines s'estomper dans le crépuscule. Le silence était épais mais réconfortant. Dedans, je pouvais entendre chaque version de moi-même. L'enfant à la table vide, l'étudiante mangeant des nouilles froides, la femme tapant jusqu'à l'épuisement. Toutes enfin réunies sous le même toit. Je pense que c'est pourquoi je n'ai jamais parlé du vignoble à mes parents ou à Aurore. Ils l'auraient transformé en autre chose. Elle a juste eu de la chance. Elle essaie de se montrer. Ou pire, ils en auraient revendiqué une partie, comme ils revendiquaient chaque histoire qui aurait dû être la mienne. Je voulais que cet endroit existe hors de leur portée. Laissez-les penser que j'étais toujours à Grenoble, toujours en train de travailler, toujours en orbite silencieuse autour de leur fille parfaite. Pendant ce temps, je construisais quelque chose d'entièrement à moi. Chaque fois que je suis retourné à Bordeaux après cela, j'ai apporté quelque chose de petit à ajouter. Un tapis tissé par un artisan local, un bol en olivier sculpté à la main, une seule photo de moi et de l'équipe des débuts de Santé Logis. Lentement, la maison a commencé à se sentir vivante, ses pièces respirant la mémoire. Sur la véranda, j'ai accroché un carillon fait de bouteilles de vin recyclées, chacune peinte d'une nuance de bleu différente. Quand le vent passait à travers, il chantait une étrange mélodie cristalline, mélancolique et pleine d'espoir à la fois. Le dernier jour de la construction, lorsque les ouvriers ont finalement remballé leurs outils, j'ai marché seul à travers chaque pièce, touchant les tables, les portes, les cadres de fenêtres. Le soleil de l'après-midi entrait à flot, dessinant une lumière dorée sur le parquet. Je me suis tenu dans la cuisine, face au long comptoir qui surplombait la vallée, et j'ai réalisé quelque chose de profond. Pendant des années, j'avais couru après l'idée d'être vu par mes parents, par Aurore, par n'importe qui. Mais debout là, entouré de murs que j'avais construits, j'ai compris que je n'avais pas besoin d'être vu. J'avais juste besoin d'exister pleinement. Ce soir-là, j'ai pris une bouteille de simple merlot, je suis sorti et je me suis assis sous la pergola. Les vignes bruissaient doucement autour de moi, encore trop jeunes pour porter des fruits, mais bien vivantes. J'ai levé mon verre vers les collines silencieuses et j'ai murmuré, à la croissance, à la patience, à la petite fille qui n'a jamais eu son nom sur un œuf. Le ciel s'est teinté de violet, et pour la première fois de ma vie, le silence ne semblait pas vide. Il semblait mérité. Le message est arrivé un jeudi matin tranquille, alors que la première lumière se répandait sur les vignes. J'étais debout près de la fenêtre de la cuisine de la maison de Bordeaux, remuant du sucre dans mon café, quand mon téléphone a vibré. Le nom de l'expéditeur, maman, brillait faiblement sur l'écran. Un instant, j'ai ressenti quelque chose de doux, presque plein d'espoir. Peut-être que cette année serait différente. Peut-être qu'après tout, elle voulait renouer le contact. Mais quand j'ai ouvert le message, il disait seulement « Déjeuner de Pâques cette année, juste la famille de ta sœur. On fait ça en petit comité. » 8 mots enveloppés de politesse, assez tranchants pour couper. J'ai fixé l'écran, regardant la vapeur de ma tasse s'estomper. Mon rythme cardiaque ralentissant pour retrouver cette vieille douleur familière.
C'était le même schéma que je connaissais depuis l'enfance, Aurore au centre. Tous les autres réorganisant leur vie autour de son orbite. Je pouvais presque l'imaginer. Les nappes pastel, les couverts dorés, ma mère roucoulant devant le bébé d'Aurore pendant que mon père versait une autre coupe de champagne, le tout sous l'illusion de la famille. La même table qui n'avait jamais eu de chaise pour moi. J'ai posé ma tasse lentement, la cuillère tintant contre la céramique. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas ressenti de colère. Juste un calme étrange s'installant, celui qui vient après des années de répétition. Pourtant, quelque chose en moi voulait savoir la vérité, si c'était juste moi qui avais été effacé à nouveau, ou si cette fois ils avaient décidé de resserrer le cercle encore plus. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à Rachel, ma cousine. C'était la fille de tante Marianne, l'une des rares parentes qui avait toujours été gentille avec moi sans prétention. Je ne l'avais pas vue depuis des mois, mais son honnêteté ne m'avait jamais fait défaut. J'ai appuyé sur appeler. Elle a répondu après 2 sonneries, sa voix chaleureuse mais surprise. Isa, tout va bien? J'ai hésité un instant, puis j'ai demandé, Rachel, as-tu reçu une invitation de mes parents pour le déjeuner de Pâques? Il y a eu une pause à l'autre bout du fil, un silence assez lourd pour me donner la réponse avant qu'elle ne parle. Puis elle a ri, non pas cruellement, mais amèrement. Non, et pas seulement moi. Maman non plus. Grand-mère a appelé tout à l'heure, furieuse. Apparemment, tes parents ont dit qu'ils faisaient ça en famille proche uniquement, c'est-à-dire Aurore, son mari et leur bébé. C'est tout. J'ai senti ma poitrine se serrer, bien que l'air autour de moi soit parfaitement immobile. Même pas grand-mère? Ai-je demandé doucement. Même pas grand-mère, a-t-elle confirmé. Elle a dit que c'est la première fois en 30 ans qu'elle est exclue de Pâques. Elle m'a dit qu'elle a raccroché avant de dire quelque chose qu'elle regretterait. Pendant un instant, tout ce que j'entendais était le faible murmure du vent se déplaçant à travers les vignes à l'extérieur. L'absurdité de la situation m'a frappé lentement, puis complètement, l'image de mes parents excluant délibérément non seulement moi, mais tout le monde. Tout ça pour s'assurer que la famille d'Aurore est toute la vedette. Ce n'était pas un petit déjeuner. C'était un couronnement, un sanctuaire construit autour de leur enfant en or, et tous les autres avaient été effacés de l'histoire. Je me suis laissé tomber sur la chaise près de la fenêtre, regardant la lumière du soleil goûter sur le carrelage de la cuisine. Quelque chose en moi a bougé, non pas une rupture, mais un déclic, comme une clé tournant dans une serrure longtemps fermée. J'ai alors réalisé que j'en avais fini d'essayer de m'intégrer dans une version de la famille qui ne cessait de rétrécir jusqu'à ne contenir qu'un seul nom. J'ai pensé à grand-mère assise seule dans sa maison, son thé refroidi. J'ai pensé au petit garçon de Rachel qui attendait avec impatience leur chasse aux œufs de Pâques. Et j'ai pensé à toutes les années que j'avais passées à essayer de prouver que je méritais une chaise à une table qui n'avait jamais été faite pour moi. Non, ai-je dit doucement au téléphone, plus pour moi-même que pour Rachel. Pas cette année. Qu'est-ce que tu veux dire, a-t-elle demandé. J'ai regardé par la fenêtre, à travers la vallée où les rangées de vignes scintillaient comme des fils d'or sous le soleil de fin de matinée. Je veux dire, dis-je lentement, si cette table n'a pas de place pour nous, j'en construirai une nouvelle. Il y eut un silence pendant un moment, puis le doux rire de Rachel, celui qui vient plus du soulagement que de l'amusement. Tu es sérieuse, n'est-ce pas? Complètement, ai-je dit. J'ai un endroit assez grand pour tout le monde. Un vignoble près de Bordeaux. La maison est prête. Nous fêterons Pâques ici. Notre propre déjeuner, notre propre chasse aux œufs, nos propres rires. Sans hiérarchie, sans exclusion. Elle a laissé échapper un léger sifflement. Tu nous as caché un vignoble? J'ai souri, bien qu'elle ne puisse pas le voir. J'ai caché la paix. Il s'avère qu'il ne la cherchait jamais. Je vais le dire à maman, dit-elle, son ton s'éclaircissant. Et à grand-mère aussi. Je pense qu'elle en a besoin plus que quiconque. Quand nous avons raccroché, j'ai senti quelque chose de léger et de vivant s'agiter dans ma poitrine. Pour la première fois depuis des années, je ne me préparais pas au rejet. Je créais l'inclusion. J'ai commencé à appeler la personne suivante sur la liste, Ellie. Mon cousin de Marseille, le musicien discret qui apportait toujours sa guitare aux réunions avant qu'il n'arrête de l'inviter. Il a décroché à la 3e sonnerie, la voix ensommeillée. Isa, ça fait longtemps. Je lui ai parlé du vignoble, du déjeuner, de l'invitation ouverte. Il y a eu un silence pendant un moment, puis un petit rire. Un Pâques en famille qui ne tourne pas autour d'Aurore.
compte sur moi. J'apporterai la guitare, et ma copine meurt d'envie de s'échapper de la ville de toute façon. Vous aurez de la musique live, que vous le vouliez ou non. Ensuite, c'était tante Marianne, la mère de Rachel, celle qui préparait des tartes assez grandes pour une armée. Quand elle a entendu le plan, elle est restée silencieuse une longue seconde, et j'ai craint que l'appel n'ait été coupé. Puis elle a parlé doucement, la voix brisée. Tu n'as aucune idée depuis combien de temps j'attends que quelqu'un fasse ça. Merci, Isabelle. Vraiment. Je pouvais entendre les larmes dans sa voix. Elle a promis d'apporter sa tarte au citron maison, la recette que grand-mère lui avait apprise il y a des décennies. Oncle Raymond a été plus simple. Pas de chichi, pas de questions. Dis-moi juste ce que je dois apporter, dit-il, sa voix grave et stable. Du bois de chauffage, peut-être. Je le montrai depuis Angoulême. On s'assurera que ta cheminée ne s'éteigne jamais. Même grand-mère n'a pas hésité quand j'ai appelé. Enfin, dit-elle, son ton ferme et presque amusé. Une table qui appartient aux bonnes personnes. Je lui ai dit que j'avais pris des dispositions pour qu'elle reste dans la suite parentale au rez-de-chaussée afin qu'elle n'ait pas à monter les escaliers. Parfait, dit-elle. Mais seulement si tu me laisses apporter les œufs en chocolat. J'ai encore les vieux moules que ton grand-père a fabriqués. Les appels ont continué, les uns après les autres, cousins éloignés, vieux oncles, quelques amis de la famille qui avaient depuis longtemps cessé de se montrer aux rassemblements familiaux principaux. Le soir, mon téléphone était rempli de messages de surprise, d'excitation, et même de gratitude. La liste des invités avait dépassé les 18 personnes en une seule journée. Certains ont envoyé des notes rapides comme « Je ne manquerai ça pour rien au monde » ou enfin, un pack qui semble réel. D'autres ont écrit de longs messages avouant à quel point ils redoutaient cette fête depuis des années, à quel point ils étaient fatigués de prétendre que l'exclusion était une tradition. Chaque réponse était comme un autre rayon de lumière entrant dans une pièce qui avait été sombre trop longtemps. Quand le dernier appel s'est terminé, je me suis penché en arrière, regardant la pluie glisser sur la vitre entraînée argentée. Ma poitrine était chaude d'une manière qu'elle ne l'avait pas été depuis longtemps. Non pas par fierté, mais par un sentiment d'alignement, comme si le monde s'était tranquillement mis en place. Il ne s'agissait plus de rébellion ou de vengeance. Il s'agissait de se réapproprier les liens. Le lendemain, j'ai appelé un service de transport local à Bordeaux et j'ai réservé une camionnette de 16 places pour faire la navette entre l'aéroport et le vignoble. Nous les récupérons samedi matin, a confirmé le chauffeur. Vous voulez du champagne dans la camionnette? J'ai ri. Non, juste de l'eau en bouteille et peut-être un peu de jazz. Puis j'ai réservé un gîte rural voisin pour les invités supplémentaires, une chambre d'hôte confortable tenue par un couple âgé qui s'était installé dans la région des décennies auparavant. Dès que j'ai décrit l'occasion, la voix de la propriétaire s'est adoucie. Vous me rappelez ma fille, dit-elle. Nous veillerons à ce que tout le monde se sente comme chez soi. De retour au vignoble, j'ai commencé à planifier l'hébergement comme une symphonie tranquille. Grand-mère resterait dans la suite principale face aux collines, sa fenêtre s'ouvrant sur les champs de lavande. Tante Marianne et la famille de Rachel prendraient les 2 chambres d'amis à l'étage, chacune avec son propre balcon et sa cheminée. Ellie et sa petite amie pourraient avoir le cottage près du chai, où l'air sentait légèrement le chêne et la fermentation. Oncle Raymond, toujours l'homme des bois, a insisté pour dormir dans son camping-car garé à côté de la grange. C'est ce qui se rapproche le plus de vacances que j'ai eues toute l'année, a-t-il dit lorsque j'ai appelé pour confirmer. Le vignoble, autrefois une retraite silencieuse, a commencé à bourdonner d'anticipation. J'ai commandé du linge de maison frais, des couverts supplémentaires et des tables pliantes pour agrandir la salle à manger à l'extérieur sous la pergola. La traiteur locale, une femme nommée Marguerite qui avait passé sa vie à cuisiner pour les domaines viticoles, a accepté de m'aider à préparer le festin. Quand je lui ai dit que c'était pour une famille qui ne s'était pas réunie depuis des décennies, elle a souri. Alors ça doit avoir le goût du pardon, a-t-elle dit. La nuit, je faisais des listes dans un carnet en cuir, fournitures, places assises, décorations. Mais à côté de chaque nom, je griffonnais aussi de petites notes de mémoire. Rachel adore le thé à la lavande. Ellie, lui demandait de jouer la vieille chanson que grand-père aimait. Grand-mère, ajoutait un coussin supplémentaire à sa chaise. Ce n'était pas une question de formalité. C'était pour s'assurer que personne ne se sente invisible. La maison sentait légèrement le bois poli et la pluie du début du printemps alors que je la parcourais, imaginant les rires qui résonneraient bientôt contre ses murs. Pendant si longtemps,
j'avais construit des choses, des entreprises, des idées, des objectifs qui devaient prouver ma valeur. Mais ce rassemblement était différent. Ce n'était pas une preuve. C'était un présent. C'était une chance de rappeler à tout le monde, y compris à moi-même, que l'appartenance n'avait pas à être soumise à des conditions. Quand Rachel a envoyé un texto plus tard dans la nuit, maman est déjà en train d'emballer le moule à tarte au citron. Grand-mère pleure de joie. Ça va être le meilleur Pâques de tous les temps, je me suis surprise à rire doucement dans le noir. Dehors, la lune s'était levée, argentant les rangs de vignes, chaque CEP brillant faiblement sous sa lumière. Je suis sorti sur la terrasse, la pierre fraîche sous mes pieds nus, et j'ai regardé la longue table en bois sous la pergola. Elle était encore vide, mais dans mon esprit, je pouvais déjà la voir, le scintillement des bougies, le tintement des verres, le doux murmure de la guitare d'Ellie. Pour une fois, la table n'appartiendrait pas à la perfection, à la comparaison ou à l'orgueil. Elle appartiendrait à tous ceux qui se présenteraient, qui choisiraient la gentillesse plutôt que la hiérarchie. Je suis resté là jusqu'à ce que le froid commence à mordre, murmurant à la nuit. Pas de code vestimentaire, pas d'attente, venez simplement et soyez vus. Et pour la première fois, j'ai réalisé que c'était plus qu'une invitation. C'était une promesse. Le matin de Pâques est arrivé avec une lumière qui semblait presque divine. Le genre de lumière qui se déverse lentement sur les collines, douce et dorée, réchauffant chaque vigne comme pour lui murmurer « Tu as réussi ». Depuis le balcon de ma maison, j'ai regardé la brume se dissiper, révélant des rangées nettes de vignes qui scintillaient comme des rubans à l'aube. En bas de l'allée, des traces de pneus ont commencé à apparaître une par une. La première camionnette de Bordeaux serpentant à travers la vallée, son toit captant des éclats de soleil. Je pouvais déjà voir les garçons de Rachel presser leur visage contre les vitres, leurs petites mains pointant avec excitation alors que la longue table sous la pergola devenait visible. En milieu de matinée, les voitures remplissaient le chemin de gravier dans une procession lente et régulière. Les portières s'ouvraient, les voix résonnaient dans l'air, des rires, des salutations, de l'incrédulité. « Mon Dieu, Isabelle, tu as construit ça ? Cet endroit ressemble à un rêve. » Je me tenais au bord de la terrasse, essuyant mes paumes contre ma robe en lin, le cœur battant à un rythme calme. La première personne à m'atteindre fut grand-mère, s'appuyant sur sa canne mais rayonnante comme si elle venait de sortir du soleil. « Tu ne m'as pas dit que c'était le paradis, dit-elle, la voix tremblante, ses yeux balayant le vaste vignoble. Si j'avais su, j'aurais déménagé ici. » Je l'ai serré fort dans mes bras, sentant le léger parfum de fleurs de sureau sur son écharpe. « Tu as toujours été la bienvenue, ai-je murmuré. Le reste de la famille a afflué comme une marée. Tante Marianne portait sa fameuse tarte au citron enveloppée dans un torchon à carreaux. Ellie est arrivée avec sa guitare en bandoulière et une bouteille de vin sous le bras. Le mari de Rachel a aidé à décharger des paniers de la camionnette, ses enfants se précipitant déjà vers le champ en contrebas en criant « des œufs ». Des œufs, comme s'ils pouvaient déjà sentir le trésor qui les attendait. Oncle Raymond a garé son camping-car près de la grange et m'a donné une étreinte d'ours qui m'a presque soulevé du sol. « Tu as bien fait, ma petite, dit-il simplement. » Ces mots, si peu nombreux, si sincères, signifiaient plus que n'importe quel grand éloge. Quand tout le monde s'est rassemblé sous la pergola, le trio à cordes a commencé à jouer doucement une valse légère qui flottait à travers les vignes. La table brillait sous le soleil. Le lin blanc ondulait dans la brise, des tulipes et des jonquilles s'épanouissaient dans des bocaux. Les œufs pastels à chaque place captaient la lumière comme des pierres précieuses. Marguerite et son équipe se déplaçaient gracieusement entre les invités, servant des quiches encore fumantes, des plateaux de bagel au saumon fumé, des œufs bénédicts nappés de sauce hollandaise, du jambon glacé au miel scintillant sous la chaleur. Le café coulait en flots sombres. Les verres de mimosa pétillaient comme de l'or liquide. Je me suis avancé, les mains tremblant légèrement. La musique s'est estompée. Un instant, le monde a semblé se taire. Même le vent a fait une pause entre les rangs de vignes. Je n'ai pas fait de longs discours. Je n'ai pas parlé de pardon, de blessures ou du passé. J'ai simplement regardé autour de la table chaque visage familier qui avait autrefois été relégué à la périphérie et j'ai dit 4 mots simples. Merci d'être venu. C'est tout ce qu'il a fallu. Un lent sourire s'est répandu sur la table, le genre qui se propage comme une vague. Les verres se sont levés, s'entrechoquant doucement. Ellie a gratté les premiers accords nonchalants d'une mélodie que nous nous souvenions tous à moitié de notre enfance. Tante Marianne a essuyé ses yeux, prétendant que c'était à cause de la brise. Grand-mère a tendu la main sur la table, sa main trouvant la mienne.
Ses doigts étaient frêles mais fermes, sa voix portant le poids de décennies. Pour la première fois depuis tant d'années, dit-elle, les yeux brillants, j'ai l'impression d'être à une vraie table de famille. Les mots m'ont frappé comme la lumière du soleil à travers l'eau, chaud, brillant, purifiant. Autour de nous, le déjeuner s'est déroulé dans une harmonie que je n'aurais pas cru possible. Les enfants de Rachel gloussaient en sirotant du jus de fraise dans des tasses en céramique. Oncle Raymond a raconté une histoire où il avait failli brûler le moteur de son camion lors d'un voyage de camping. Même la petite amie d'Ellie, timide au début, riait bientôt avec tante Marianne de la difficulté de faire des sablés parfaits. Il n'y avait pas de comparaison, pas de pause prudente lorsqu'un nom était mentionné. Juste une conversation fluide, égale, libre. Après le dessert, lorsque le fraisier a été réduit en miettes et en rire, je me suis levé et j'ai crié, d'accord, qui est prêt pour la chasse aux œufs? Les enfants ont applaudi, sautant de leur chaise, leur panier pastel se balançant à leurs poignets. 3 zones, ai-je annoncé en souriant. Les enfants dans le champ en bas, les adolescents derrière la grange, et les adultes sur la colline. Pas d'excuses, tout le monde chasse. Ils se sont dispersés comme des oiseaux lâchés dans le vent. En bas de la pente, le plus jeune de Rachel a poussé un cri aigu en apercevant un œuf rose sous les buissons de lavande. J'en ai trouvé un, a-t-il crié, le brandissant comme un trésor. Les adolescents se faufilaient entre les tonneaux, se bousculant, leur rire résonnant à travers le vignoble. Même les adultes ont participé, grand-mère, assise près de la clôture, applaudissant chaque fois que quelqu'un brandissait une trouvaille. Oncle Raymond secouant la tête en découvrant un œuf bleu caché dans un pot de fleurs. Le trio à cordes est passé à un rythme plus enlevé. La lumière du soleil filtrait à travers les vignes, mouchetant le sol d'or et de vert. L'air sentait l'herbe, le pain et, faiblement, les raisins en fermentation, l'arôme de la vie elle-même. Ellie grattait sa guitare près de la pergola, la mélodie s'enroulant autour des rires comme un vent doux. Pendant un bref et impossible moment, il m'a semblé que chaque blessure, chaque absence avait été réécrite en quelque chose de doux et d'entier. Puis est venu l'œuf d'or. L'aînée de Rachel, une fille tranquille avec des taches de rousseur et un sourire timide, l'a trouvée sous la plus vieille vigne. Elle a halté et l'a brandie, et tout le monde s'est rassemblé autour d'elle. La feuille d'or scintillait au soleil comme du feu. « Ouvre-le » a crié quelqu'un. Elle l'a déballé soigneusement, ses petits doigts tremblants, révélant la note à l'intérieur. Elle l'a lu à voix haute, sa voix stable malgré son jeune âge. « Tu es vu. » Le silence qui a suivi était différent. Pas gênant, pas lourd. Il était respectueux. Grand-mère a fermé les yeux, murmurant un doux « Amen ». Tante Marianne a pris la main de sa fille. J'ai senti quelque chose de profond se détendre en moi, un nœud que j'avais porté pendant 30 ans se dénouant enfin. Le message n'était pas seulement pour elle. Il était pour nous tous. Alors que l'après-midi avançait, le ciel est devenu d'un bleu lumineux. Les assiettes ont été débarrassées et remplacées par de nouvelles, remplies de restes que personne ne voulait gaspiller. Le trio a remballé et Ellie a pris le relais, assis sur le muret avec sa guitare. Sa voix était rauque mais pleine, les paroles se faufilant à travers les vignes. Nous sommes tous encore là. Nous sommes tous encore à la maison. Les gens fredonnaient, applaudissant en rythme. Les enfants de Rachel dansaient pieds nus dans l'herbe. Grand-mère s'est penchée en arrière sur sa chaise, les yeux mi-clos, le visage tourné vers le soleil. Quand la chanson s'est terminée, nous nous sommes réunis pour une photo devant la pergola. Tout le monde s'est serré. Personne n'a été mis de côté. Personne n'a été oublié. L'appareil photo a cliqué juste au moment où une rafale de vent a envoyé un tourbillon de pétales sur la table, captant la lumière comme de minuscules fragments d'or. Quelqu'un, peut-être Rachel, a envoyé la photo sur le groupe de discussion de la famille juste après, avec la légende « Pâques au vignoble d'Isabelle ». Le meilleur de tous. Quelques minutes plus tard, le fil de discussion s'est animé. De petits cœurs ont commencé à apparaître rouges, roses, jaunes inondant la photo. Quelqu'un a partagé une courte vidéo des enfants courant à travers les vignes. Un autre a posté une photo de l'œuf d'or et de sa note. Il n'y avait pas de remarques sarcastiques, pas de silence gênant, pas de mention de mes parents ou d'Aurore. Juste des mots simples. Magnifique. J'aurais aimé qu'on fasse ça plus tôt. On se sent enfin à nouveau en famille. J'étais assise tranquillement au bord de la pergola, faisant défiler les messages alors que le soleil descendait derrière les collines. L'air sentait faiblement la terre et le raisin, et la lumière devenait couleur de miel. Pour la première fois,
le groupe de discussion familiale, autrefois un espace creux rempli d'obligations et de distances polies, semblait vivant, sincère et sûr. J'ai levé les yeux vers la table, maintenant jonchée d'assiettes vides, de pétales de tulipes et de coquilles pastel brisées. Le vent a soulevé le lin, bruissant doucement, comme un soupir de soulagement de la terre elle-même. Et j'ai alors réalisé que c'était le moment vers lequel tout avait mené, le déjeuner, la chasse, les rires, l'œuf d'or. Pas la vengeance, pas la rédemption, mais la réappropriation. La table avait enfin été mise pour tout le monde. Et pour la première fois de ma vie, tout le monde avait un nom. Le lendemain matin, le vignoble était enveloppé de brouillard, silencieux et argenté. La rosée s'accrochait aux feuilles de vigne comme des perles, et la longue table sous la pergola portait encore des traces de la veille, des miettes de pain, des pétales de tulipes, des bougies à moitié consumées. J'étais debout près du comptoir de la cuisine avec une tasse de café, l'odeur des grains torréfiés se mêlant aux faibles échos de rire qui semblaient persister dans les murs. Un instant, tout semblait parfaitement immobile, jusqu'à ce que mon téléphone se mette à vibrer. Au début, ce n'était qu'une vibration, puis une autre, puis une série, chacune plus vive que la précédente. J'ai retourné l'écran. Maman, appel manqué. Puis papa, puis Aurore, et encore maman. 10, 15, 20 appels manqués s'empilant les uns après les autres comme une avalanche silencieuse. J'ai fixé l'écran sans bouger, une partie de moi sachant déjà de quoi il s'agissait. Au 20e appel, j'ai laissé sonner jusqu'au bout. Le silence qui a suivi était plus lourd qu'avant. Grand-mère est entrée dans la cuisine quelques minutes plus tard, enveloppée dans sa robe de chambre bleu pâle, ses cheveux argentés et doux comme la brume matinale. Ils ont vu les photos, n'est-ce pas, a-t-elle demandé en se versant une tasse de thé. J'ai hoché la tête. L'image de notre Pâques, la guitare d'Élie, la longue table brillant sous les vignes, l'œuf d'or s'était répandu sur le groupe de discussion familiale comme une traînée de poudre. Quelqu'un avait dû la montrer en ville. Je pouvais déjà imaginer l'expression de maman. Le choc, l'indignation, la peur de ce que les gens diraient. Le téléphone a de nouveau vibré. J'ai soupiré, j'ai posé ma tasse et j'ai répondu. Bonjour, maman. Sa voix a fusé avant que je puisse dire un mot de plus. Isabelle, est-ce que tu réalises ce que tu as fait? Toute la ville parle de ton petit spectacle de déjeuner. Le curé l'a mentionné dans son sermon ce matin. Il a dit que cela a causé une division dans la famille. Et sais-tu à quel point c'est humiliant pour nous? J'ai expiré lentement, calmant mon ton. Humiliant? J'ai invité les gens que vous avez laissés de côté. Je n'ai rien fait de cruel. Tu nous as fait passer pour des imbéciles, a-t-elle lancé. Tu savais que nous avions prévu un petit rassemblement avec la famille d'Aurore. Pourquoi organiserais-tu ton propre événement en entraînant tout le monde avec toi? Pourquoi dois-tu toujours être en compétition? J'ai jeté un coup d'œil à grand-mère, qui s'était assise à la table en face de moi, son thé fumant entre ses mains. Ses yeux me disaient tout. Mets-le sur haut-parleur. J'ai appuyé sur le bouton. Je ne suis en compétition avec personne, dis-je tranquillement. Tu m'as dit dans ton propre message, juste la famille d'Aurore cette année. Je n'ai fait que suivre tes mots. J'ai dressé une autre table, une qui avait de la place pour tout le monde. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil, juste assez longue pour entendre le soupir de mon père en arrière-plan. Puis sa voix s'est jointe à la conversation, calme mais tranchante. Tu aurais dû nous consulter avant de faire quelque chose d'aussi public. Les amis d'Aurore ont vu les photos en ligne. Les gens demandent pourquoi elle n'a pas été invitée. C'est embarrassant. Embarrassant, répéta grand-mère, son ton stable mais glacial. Robert, ce qui est vraiment embarrassant, c'est depuis combien de temps vous ignorez votre propre fille. Le silence qui a suivi était épais, électrique. Maman a tenté d'intervenir, mais la voix de grand-mère a percé, plus forte maintenant, chaque mot délibéré. Pendant 30 ans, j'ai observé ce schéma. Quand Isabelle avait 14 ans, vous lui avez dit qu'elle était trop vieille pour un panier de Pâques, tandis qu'Aurore recevait un bracelet et une photo dans le bulletin paroissial. Quand Isabelle a été admise à Polytechnique, vous avez dit que c'était trop loin. Quand elle a vendu son entreprise et aurait pu acheter toute cette ville, vous avez dit que la technologie était trop compliquée à comprendre. Chaque étape importante de sa vie, vous vous en êtes détourné. Et maintenant qu'elle a construit une maison assez grande pour vous tous, vous vous plaignez qu'elle l'ait rendue trop visible. Le souffle de maman s'est coincé à l'autre bout. Mère, s'il vous plaît, ce n'est pas juste. Oh,
ne commence pas avec « ce n'est pas juste, Juliette ». La voix de grand-mère était calme, mais elle portait un tonnerre tranquille qui m'a même fait retenir ma respiration. La justice est exactement ce qui a manqué à cette famille. Vous avez passé des décennies à rétrécir la table, de plus en plus petite, jusqu'à ce qu'elle ne puisse contenir qu'Aurore et son projecteur. Et maintenant, vous êtes en colère qu'Isabelle ait construit la sienne. Vous appelez ça de la compétition, mais moi, j'appelle ça de la survie. Le silence qui a suivi semblait interminable. Je pouvais entendre de légers mouvements, une porte qui grince, peut-être mon père se frottant le front, le son de la culpabilité en action. Finalement, la voix de ma mère est revenue, plus douce, plus mince. Je n'ai jamais voulu blesser personne. Nous pensions juste qu'elle préférait son indépendance. J'ai failli rire, mais le son n'est pas sorti. L'indépendance n'est pas quelque chose que j'ai choisi à votre place, dis-je. C'est quelque chose que j'ai dû développer quand j'ai réalisé que vous ne me feriez jamais de place. Mon père, à nouveau, plus lourd cette fois. Nous voulions juste garder les choses simples, murmura-t-il. Simple ? Fit écho grand-mère, incrédule. Vous voulez dire petite. Il y a une différence. On ne simplifie pas l'amour en excluant les gens. L'air sur la ligne était maintenant cassant, rempli de mots qui voulaient sortir mais ne le pouvaient pas. J'ai regardé par la fenêtre le vignoble qui brillait faiblement sous le soleil matinal. Les vignes semblaient paisibles, indifférentes au ragot ou à l'orgueil. Elles poussaient en silence, patientes et fortes, comme j'avais appris à l'être. J'ai pris une lente inspiration. Maman, papa, dis-je finalement. Je n'ai pas organisé ce déjeuner pour vous contrarier. Je l'ai fait parce que j'en avais assez de prétendre que l'exclusion était une tradition. Je voulais une table familiale qui ne tournait pas autour d'un seul nom. La voix de maman tremblait. Tu aurais pu appeler. Tu aurais pu nous le dire. J'ai croisé le regard de grand-mère, puis j'ai dit la vérité simplement. M'auriez-vous écouté ? Il n'y eut pas de réponse. Seulement le léger grésillement d'une maison qui n'avait plus rien à défendre. Au bout d'un moment, j'ai dit tranquillement, si vous voulez parler, vraiment parler, pas vous disputer ou réécrire l'histoire, je serai là. Mais pas en tant que la fille qui m'en dit une place. J'ai déjà construit ma table. Puis j'ai appuyé sur le bouton et j'ai mis fin à l'appel. Le silence qui a suivi était immense, mais il n'était pas vide. Il était mérité. Grand-mère a expiré, posant sa tasse de thé avec un petit tintement. Eh bien, dit-elle doucement. Je pense que c'est la première conversation honnête que cette famille a eue en 20 ans. J'ai souri faiblement, me penchant en arrière sur ma chaise. Tu penses qu'ils comprendront un jour ? Elle a haussé lentement les épaules. Peut-être pas aujourd'hui, mais ils se souviendront de l'écho de ce qui a été dit. Et un jour, quand ils seront fatigués du bruit, ils l'entendront clairement. Dehors, le brouillard avait commencé à se lever. La lumière du soleil se répandait sur le vignoble, transformant chaque goutte de rosée en un minuscule prisme d'or. Mon téléphone gisait silencieux sur la table, l'écran sombre, enfin immobile. Je savais que d'autres appels viendraient, d'autres explications, d'autres tentatives de réécrire ce qui avait déjà été vécu. Mais cette fois, je ne leur devais pas de réponse. Car certaines conversations ne sont pas destinées à se terminer par un accord, mais seulement par la vérité. Et j'avais enfin dit la mienne. Une semaine s'est écoulée avant que je décide de tendre la main. Le vignoble était redevenu silencieux, le rire de Pâques n'étant plus qu'un écho chaleureux porté par le vent entre les vignes. La longue table avait été débarrassée, le linge lavé et plié, mais des traces de ce jour persistaient encore, la faible odeur de pain dans la cuisine, les pétales de tulipes séchés sur le gravier, le son de la guitare d'Élie flottant encore quelque part dans les combles. Le silence n'était plus solitaire. Il était plein, vivant. Ce lundi matin, alors que la lumière du soleil inondait la vallée, j'ai écrit un message qu'il m'a fallu 3 essais pour bien formuler. Dîner ici vendredi, juste la famille proche. Je ne l'ai pas enjolivé. Pas d'explication, pas d'attente. Je ne les invitais pas à rouvrir les blessures, seulement à voir s'ils avaient le courage de s'asseoir et enfin d'écouter. Ils sont arrivés juste avant le coucher du soleil. La lumière dorait les collines quand j'ai vu leur voiture gravir lentement l'allée de gravier. Mon père est sorti le premier, portant sa chemise repassée habituelle, mais l'assurance de sa posture s'était adoucie. Ma mère a suivi, son foulard bien serré, ses yeux évitant les miens jusqu'à ce qu'elle atteigne la véranda. Aurore est venue en dernier, son manteau trop formel pour la campagne,
ses mains agrippant son téléphone comme une bouée de sauvetage. Un instant, personne n'a parlé. L'air entre nous semblait être de verre, fragile, réfléchissant, plein de choses que nous n'avions jamais dites. J'ai ouvert la porte. Entrez, ai-je dit simplement. À l'intérieur, la maison brillait à la lueur des bougies. Pas de musique, pas de décoration, pas de spectacle. Juste une seule table en bois dressée pour 4. L'odeur de légumes rôtis et de pain flottait dans l'air. J'avais tout préparé moi-même, un dîner modeste de poulet rôti au citron, une salade d'asperges et le pain au levain que j'avais cuit ce matin-là. Les assiettes en céramique étaient dépareillées, les mêmes que j'utilisais tous les jours. Il n'y avait pas de centre de table, seulement une rangée de petites bougies qui vacillaient tranquillement entre nous. Nous avons mangé dans un silence quasi total au début. Les seuls sons étaient le tintement des couverts, le léger bruissement des serviettes, le raclement de gorge occasionnel. Lorsque les assiettes furent à moitié vides, j'ai posé ma fourchette et j'ai pris une longue inspiration. Il y a des choses que je dois dire, ai-je commencé. Ma mère a levé les yeux, surprise, mais n'a rien dit. Les yeux de mon père étaient fixés sur son assiette. La main d'Aurore s'est immobilisée sur son verre. J'ai grandi en croyant que Pâques était pour tout le monde, dis-je lentement. Mais chaque année, c'est devenu de moins en moins une affaire de famille et de plus en plus une affaire d'Aurore. L'année de mes 14 ans, je n'ai pas eu de panier. Vous m'avez dit que j'étais trop vieille. Mais je me souviens d'être assise là, à faire semblant de m'en moquer, pendant qu'Aurore recevait un bracelet et une photo avec les voisins. J'ai souri, mais quelque chose s'est brisé ce jour-là. Les lèvres de ma mère se sont entr'ouvertes comme pour parler, puis se sont refermées. Quand j'ai été admise à Polytechnique, vous avez dit que c'était trop loin. Vous n'avez pas dit félicitations. Quand je mangeais des nouilles instantanées dans une chambre louée, construisant mon entreprise à partir de rien, vous m'envoyiez des photos du nouveau bureau d'Aurore. Quand j'ai vendu cette entreprise pour 120 millions, je vous ai apporté un cadeau de Paris et vous. J'ai regardé mon père. Vous avez dit que la technologie était trop compliquée et vous avez changé de sujet pour parler de la promotion d'Aurore. L'air était si immobile que je pouvais entendre le doux crépitement de la cire des bougies. Je ne dis pas ça pour vous blâmer, ai-je continué. J'ai juste besoin que vous sachiez ce que ça faisait de passer une vie à accomplir tout ce que je pouvais, pour être invisible dans ma propre famille. J'ai passé des années à croire que quelque chose n'allait pas chez moi. Que peu importe mes réussites, je serai toujours la fille assise à la table des enfants, attendant qu'on appelle son nom. La main de mon père s'est resserrée sur son verre. Pendant longtemps, il n'a pas levé les yeux. Quand il l'a finalement fait, sa voix était calme, dépouillée de son assurance habituelle. Peut-être que je n'ai pas tout vu, dit-il. Je te pensais forte, indépendante. Je pensais que tu n'avais pas besoin de ce dont Aurore avait besoin. Les yeux de maman brillaient, ses doigts tremblants contre la nappe. Je me disais la même chose, dit-elle doucement. Que tu ne voulais pas que nous soyons sur ton dos. Je pensais que tu avais dépassé le besoin d'attention, mais maintenant je réalise que j'avais tort. Je ne t'ai pas donné de l'espace. Je t'ai donné de l'absence. Ces mots flottaient entre nous comme du verre fragile. J'ai hoché la tête, pas encore en signe de pardon, mais de compréhension. Puis je me suis tourné vers Aurore. Elle n'avait pas parlé une seule fois, son expression illisible, son regard fixé quelque part près des bougies. Un instant, j'ai cru qu'elle resterait silencieuse jusqu'à la fin. Mais ensuite, elle a relevé la tête. Ses yeux, habituellement vifs, semblaient vides, comme quelqu'un se tenant dans l'ombre de son propre reflet. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle. Je n'ai pas réalisé ce que ça te coûtait d'être leur favorite. Je pensais que c'était juste comme ça. Elle a fait un petit signe de tête, presque imperceptible. Je suis désolé. L'excuse n'était pas parfaite, mais elle était réelle. J'ai pris une lente inspiration et j'ai dit calmement, je ne vous ai pas invité ici pour régler des comptes. Je vous ai invité parce que j'avais besoin de dire ces mots à voix haute et parce que je voulais que vous voyiez que je suis déjà passé à autre chose. Ils m'ont tous regardé alors, en attente. J'ai construit ma propre table maintenant, dis-je. Elle est ouverte à tous ceux qui veulent venir. Pas pour prendre, pas pour se donner en spectacle, mais pour être vrai. Si vous voulez un jour en faire partie, il y a toujours une place. Mais je ne courais après personne pour la remplir. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Les bougies vacillaient, leurs flammes se penchant les unes vers les autres comme de petits cœurs tremblants. Mon père a hoché la tête doucement.
Ma mère a tendu la main sur la table, non pas pour prendre la mienne, mais pour toucher le bois devant elle, comme pour reconnaître quelque chose de sacré. Aurore a baissé les yeux, son visage illisible, mais ses yeux brillaient de quelque chose qui ressemblait à de la résignation. Quand le dîner s'est terminé, je les ai raccompagnés sur la véranda. Le ciel était devenu d'un violet profond, la dernière lumière se déversant sur les vignobles entraînés de rose et d'or. Ma mère m'a serré brièvement dans ses bras. Mon père m'a serré la main et Aurore a hésité avant de murmurer « La vue est magnifique ». Puis ils sont partis. Alors que leur voiture disparaissait en bas de la colline, je suis resté dans la lumière déclinante, l'air portant encore la faible douceur du printemps. J'ai descendu lentement jusqu'au vignoble inférieur où les vignes étaient jeunes et fragiles, leurs feuilles tremblant dans la brise du soir. Je me suis agenouillé à côté de l'une d'elles et j'ai creusé un petit trou dans le sol. De ma poche, j'ai sorti un seul œuf d'or, un que j'avais gardé de côté de la chasse de Pâques. Sa surface brillait doucement sous le crépuscule. Je l'ai placé délicatement sous la vigne et j'ai murmuré, pour la fille qui attendait. Puis je l'ai recouvert de terre et j'ai pressé ma main dessus comme pour sceller une promesse. Le vent a soufflé à travers les rangs, transportant l'odeur de la terre et de la vie nouvelle. Au-dessus de moi, les premières étoiles ont commencé à apparaître, calmes, discrètes, mais d'une présence inébranlable. Je me suis levé, j'ai brossé la terre de mes paumes et je suis retourné vers la maison. Les bougies à la fenêtre vacillaient faiblement, leur lumière s'étendant comme une invitation. À cet instant, j'ai réalisé que la guérison n'arrive pas avec des applaudissements ou des grands gestes. Elle arrive par de petites respirations régulières, dans le silence après que la vérité a été dite, dans l'espace que l'on crée pour la paix. Je n'avais plus besoin de leur approbation ni de leur louange. J'avais construit quelque chose de plus solide. Un endroit où l'amour n'était pas conditionnel. Où chaque nom avait une place. Si vous avez déjà été exclu, si vous avez déjà attendu que quelqu'un vous remarque, souvenez-vous de ceci, vous n'avez besoin de personne pour vous tendre une chaise. Vous pouvez construire la table entière vous-même. Et si vous écoutez maintenant, dites-moi d'où vous êtes. Parce que quelque part, quelqu'un comme vous est en train de faire la même chose. Plantant son propre vignoble, sculptant son propre espace, et murmurant à la partie de lui-même qui a autrefois attendu trop longtemps, tu es vu.